Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette entrevue spéciale sur Média TV. Notre invité, depuis sa nomination le 6 septembre dernier à la tête de la diplomatie sénégalaise, incarne une volonté claire de continuité et de renouveau. Car dans un contexte mondial en recomposition, le Sénégal entend consolider ses fondamentaux diplomatiques tout en affirmant une vision moderne. Sa visite officielle, sa première visite officielle au Maroc s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique et vise à donner un nouvel élan à une relation séculaire marquée par la fraternité, la confiance et la constance. Et le plan d'action de Rabat et Dakar est clair. Il s'agit de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés du développement humain, développement économique aussi, infrastructures, commerce, investissement, agriculture ou encore formation professionnelle. Une approche fondée sur la mobilisation des secteurs privés des deux pays en cohérence avec le nouveau modèle de développement du Maroc et la vision Sénégal 2050. Et avec cette annonce forte, la tenue prochaine de la 15e session de la Grande Commission mixte maroco-sénégalaise. Une amitié ancienne, des horizons communs, une ambition partagée pour le continent. Et pour en parler, un invité de marque, son Excellence M. Cheikh Niang, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui est en visite de travail à Rabat et qui nous honore aujourd'hui par sa présence sur nos plateaux de Média TV. Bonsoir Monsieur le ministre Niang et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Madame et merci de m'avoir invité à ce studio. Merci à beaucoup. Média TV. Merci, marhaba, comme on dit chez nous au Maroc. Bienvenue à vous dans nos studios de Média TV. Le Maroc donc est un partenaire de toujours pour le Sénégal, un partenaire à la fois historique et fraternel. Que retenez-vous, Monsieur le ministre, de votre visite, de vos échanges avec votre homologue marocain, M. Nasser Bourita, qui devrait donc, cette visite, donner un nouvel élan, comme on le voit, acter un nouvel élan de cette relation d'exception entre le Maroc et le Sénégal. Voilà, je vous remercie pour cette question. Je dois d'abord dire que j'ai été extrêmement ravi d'être venu ici au Maroc pour réaliser un vœu que je nourrissais depuis ma nomination comme ministre des Affaires étrangères. Quelques jours après ma nomination, j'ai été aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, et là j'ai eu le plaisir de rencontrer mon frère et ami, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, M. Nasser Bourita, et je lui avais dit, dès notre premier échange, que je comptais venir au Maroc pour lui signifier l'engagement renouvelé du Sénégal à approfondir, consolider la relation entre le Maroc et le Sénégal. Et rapidement, nous nous sommes mis en pourparlers et on a trouvé donc ce créneau, n'est-ce pas, de cette visite-là. Et je pense qu'en venant ici, je ne fais que répondre à une tradition qui est établie entre le Sénégal et le Maroc depuis très longtemps. Je le disais ce matin, c'est seulement 3 à 6 mois maximum après notre indépendance que nous avons noué le premier accord avec le Maroc. Aujourd'hui, nous sommes à 125 accords. La relation Maroc-Sénégal constitue l'une des relations les plus fortes que nous avons. Si par exemple nous prenons un peu notre stratégie diplomatique, le Maroc constitue un élément clé de cette stratégie. Et les entretiens que j'ai eus aujourd'hui, la chaleur, n'est-ce pas, des échanges que j'ai eus, aussi bien avec mon collègue qu'avec le chef du gouvernement et le président du Parlement, démontre vraiment le niveau d'exception que cette relation-là a et a toujours conservé. Avec du concret, si je puis me permettre, Monsieur le ministre Niang, il y a donc cette 15e session de la Grande Commission mixte maroco-sénégalaise, il y a la commission consulaire, l'organisation 2026, bientôt, dans quelques mois à Dakar, des journées économiques Maroc-Sénégal. Bref, il y a du concret et on sent quand même que vous êtes venu pour concrétiser ce nouvel élan dans les relations bilatérales entre Rabat et Dakar. Effectivement, c'est vraiment du concret. Nous avons même une feuille de route qui a déjà été établie avec des étapes qui ont été identifiées. La première étape, ce sera un échange de visites ministérielles. Nous avons un groupe de ministres, n'est-ce pas, marocains qui vont se rendre au Sénégal, entre 4 et 5 ministres. On aura aussi à peu près le même nombre de ministres sénégalais qui viendront ici à Rabat pour voir comment éplucher les dossiers que nous avons en commun, comment identifier, n'est-ce pas, de nouveaux accords, comment identifier de nouveaux domaines de coopération. Et une fois maintenant que ce travail préliminaire sera fait, en début d'année, nous allons convoquer une haute commission mixte parce que cette commission mixte va être présidée par le chef du gouvernement marocain et le Premier ministre sénégalais. Et on a même prévu une troisième étape
disons, un troisième jalon, qui est le jalon, n'est-ce pas, le plus élevé, c'est une rencontre au sommet entre Sa Majesté le Roi et le président Diomaye Faye. Très bien. Alors, le président Diomaye Faye vous nomme le 6 septembre dernier, Monsieur le ministre Niang, comme chef de la diplomatie sénégalaise. Et si je puis me permettre, encore une fois, de la nouvelle diplomatie sénégalaise. Vous incarnez, Monsieur Niang, ce nouveau visage de la diplomatie sénégalaise. Comment définiriez-vous les fondamentaux qui guident votre action et quelles sont des priorités, encore une fois concrètes, nous sommes dans le concret, que vous fixez pour les prochains mois? Voilà. Quand le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, un nouveau cap a été défini pour la diplomatie sénégalaise. C'est un nouveau cap, mais dans la continuité. Et la diplomatie sénégalaise va désormais s'inscrire dans une trajectoire de consolidation de la souveraineté nationale, mais aussi de repositionnement stratégique. Il y a trois aspects qui sont importants, ou bien trois piliers. Le premier pilier, c'est, comme je l'ai dit, c'est le réalisme souverainiste qui cherche à garantir l'indépendance de décision du Sénégal, mais tout en conservant ses alliances historiques. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la centralité africaine, qui place l'intégration africaine, n'est-ce pas, la stabilité du Sahel, la stabilité du continent au cœur de la gouvernance mondiale, avec une participation de plus en plus forte, n'est-ce pas, de l'Afrique dans ces processus-là. Enfin, maintenant, le troisième pilier, c'est la diplomatie du développement. Diplomatie du développement qui cherche à mobiliser les partenariats économiques, technologiques et financiers pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, mais aussi que les pays africains se fixent en général. Très bien. Alors, c'est intéressant parce que vous avez évoqué votre rencontre avec notre chef de la diplomatie à New York et vous avez une très grande expérience dans ces locaux, dans ce siège des Nations Unies à New York. D'ailleurs, depuis 2018 jusqu'à votre nomination en septembre dernier, vous avez servi comme représentant permanent de la République du Sénégal aux Nations Unies. L'actualité, c'est aussi cette résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, Monsieur le ministre, qui confirme la centralité du plan d'autonomie marocain sous souveraineté marocaine. Comment le Sénégal, fidèle à sa position constante, analyse-t-il cette évolution dans ce dossier, Monsieur le ministre Niang? Moi, je pense que c'est une évolution qui est très heureuse, une évolution qui est tout à fait, qui vient conforter la position que nous avons toujours défendue. Mais aussi le plan d'autonomie qui est proposé par le Maroc, c'est un plan qui est réaliste, c'est un plan qui est réalisable et c'est un plan qui est juste et qui est mutuellement acceptable, en tout cas acceptable par toutes les parties. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est une grande victoire et actuellement je pense que le chemin maintenant est balisé pour faire en sorte que cette question soit bientôt derrière nous. Mais il nous faudra nous mobiliser parce que la résolution a été votée de façon éclatante. Maintenant, il est important maintenant qu'on fasse en sorte que les résultats qui sont escomptés, que ces résultats-là soient vécus pour le plus grand bien, n'est-ce pas, du peuple marocain et, disons, de la communauté internationale. Le Sénégal et le Maroc partagent cette même vision, Monsieur le ministre, d'un continent fort et maître de son destin. Comment renforcer la coordination africaine entre le Maroc et le Sénégal, au sein de l'Union africaine, au sein d'autres organismes, au sein aussi d'autres communautés régionales, par exemple, pour ne citer que la CEDEAO, et dans les mécanismes de paix et de sécurité? Oui, au vu de la relation spéciale que le Maroc et le Sénégal entretiennent, je pense que nous avons un rôle à jouer. Déjà, nous avons vu que Sa Majesté le Roi a lancé beaucoup d'initiatives, des initiatives pour renforcer le Sahel, des initiatives pour le co-développement, n'est-ce pas, de la bande ouest, de la bande atlantique. Et tout à l'heure, quand je discutais avec mon collègue, nous nous sommes dit que le Sénégal doit jouer un rôle clé. Le Sénégal doit même jouer un rôle de copilotage de cette initiative-là. Par exemple, il y a le projet du gazoduc dont on parle. C'est un projet qui va libérer l'Afrique, qui va assurer davantage la souveraineté de l'Afrique et assurer donc le co-développement. Je pense qu'il est important aussi qu'on réalise ce gazoduc
Et en ce qui nous concerne le Sénégal, je pense qu'on pourrait au moins voir, bien entrevoir, la réalisation du tronçon qui va, n'est-ce pas, du Sénégal au Maroc, oui, de manière aussi à convaincre les autres que c'est un projet qui est viable. Donc à ce niveau-là, vu vraiment le caractère historique des relations entre le Sénégal et le Maroc, vu aussi le rôle que tous ces deux pays-là jouent dans leur espace, je pense qu'une jonction entre le Sénégal et le Maroc ne ferait que du bien pour l'espace ouest-africain et l'espace sahélien. Et quelles retombées concrètes anticipez-vous pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, justement, de ce gazoduc, Monsieur le Ministre? Bon, d'abord, vous savez que le Sénégal produit du gaz. Oui. Nous le produisons avec la Mauritanie. Je pense que la réalisation du gazoduc donc, va permettre de fouetter un peu notre économie, mais aussi de permettre à ces pays qui sont désireux d'avoir ce précieux produit, n'est-ce pas, de l'avoir. Et dans ce cadre-là, je pense que voir le Maroc et le Sénégal s'associer pour favoriser cela, ne serait-ce que tout bénéfice pour notre espace. On parle de plus en plus d'un triangle Rabat-Dakar-Nouakchott, d'ailleurs, fondé sur la stabilité et la complémentarité. Vous avez évoqué tout à l'heure justement cette production de gaz entre votre pays et le voisin mauritanien. Comment cette coordination peut servir pour la sécurité, justement, la sécurité énergétique, mais la sécurité aussi maritime, transition énergétique et intégration régionale, Monsieur le Ministre? Voilà, je pense que c'est toujours bon, quand vous partagez des choses, vraiment de voir comment vous pouvez en faire un levier stratégique. Le fait que la Mauritanie et le Sénégal déjà collaborent ensemble pour l'exploitation, n'est-ce pas, du gaz, c'est un signe qui est extrêmement positif. On verrait dans d'autres cas des situations où on voit des pays se chamailler sur des ressources. Tel n'est pas le cas entre le Sénégal et la Mauritanie. Et c'est une très bonne chose que le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc entretiennent des relations extrêmement fraternelles. Je pense que si nous mettons tous nos moyens, n'est-ce pas, ensemble, tout cela ne peut que rejaillir positivement sur nos propres pays, mais aussi avoir une incidence sur les pays, n'est-ce pas, qui nous entourent. Vous avez parlé justement de se chamailler entre voisins et de crise. Comment, selon vous, bâtir une diplomatie de développement capable de prévenir les crises, mais pas seulement, de renforcer aussi la résilience de notre continent? Voilà, je pense qu'une diplomatie qui est porteuse, qui sauvegarde les intérêts, n'est-ce pas, des pays qui développent cette diplomatie, doit aussi tenir compte toujours de l'environnement. J'ai toujours pensé, je pense aussi que c'est ce que mon collègue pense, on ne peut pas se développer de façon, disons, en autarcie. Nous sommes entourés par des pays auxquels nous sommes liés. Notre développement est aussi dépendant de la stabilité dans ces pays-là. Voilà pourquoi ce qui se passe au Mali et dans les pays voisins, n'est-ce pas, ne doivent pas nous laisser indifférents. Nous devons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à assurer le co-développement, à aider ces pays frères, n'est-ce pas, à se libérer, n'est-ce pas, de ces menaces qui pèsent. Et ces menaces ne vont pas s'arrêter seulement à leur niveau. Une fois que si jamais ils triomphaient, n'est-ce pas, dans leur action, tous les pays qui sont des pays voisins de ces pays qui sont actuellement en proie à cette situation-là seraient aussi exposés. Vous évoquiez au début de cette entrevue, Monsieur le ministre Niang, cette notion de souverainisme qui fait partie et qui est un des piliers, n'est-ce pas, de cette nouvelle diplomatie sénégalaise dans la continuité. J'aimerais vous interpeller à présent sur le multilatéralisme. Est-ce qu'il a sa place dans cette doctrine, dans cette philosophie aussi de souverainisme? Si oui, comment? Voilà. Nous pensons que le multilatéralisme, depuis quelques années, est en crise. Oui. Nous pensons que nous devons faire en sorte qu'il soit réformé, en tout cas dans son fonctionnement, oui, de manière à ce qu'il soit plus équitable, mais aussi plus représentatif. Nous pensons que, par exemple, pour notre continent, l'Afrique ne doit plus être un terrain d'influence, mais nous devons être un acteur de proposition. C'est ça le multilatéralisme. Dans le multilatéralisme, tous les acteurs concernés doivent pouvoir jouer un rôle. On ne doit pas astreindre certains à être dans la passivité ou à être des réceptacles, d'actions qui viennent des autres. Il faut que tout le monde se sente concerné. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de réformes qu'il faut envisager. Il faut envisager la réforme du Conseil de sécurité.
envisager la réforme. C'est-à-dire la réforme du Conseil de sécurité avec un siège africain, peut-être? Avec un siège africain, mais selon les paramètres qui ont été déjà indiqués par l'Union africaine, parce que nous avons une position très claire. Nous revendiquons 2 places de membres permanents et nous revendiquons aussi 2 places supplémentaires comme membres non permanents. Je pense que ça c'est important, mais ce n'est pas seulement ça, mais aussi sur le plan économique. Comment on peut aussi réformer le fonctionnement des institutions de Bretton Woods, comment le FMI peut mieux servir les intérêts globaux, comment la Banque mondiale aussi peut mieux servir les intérêts globaux. Il faudra négocier. Comment changer aussi les méthodes de travail, les méthodes de travail qui arrivent à des décisions. Donc je pense que c'est extrêmement important. De manière générale, ce que je voudrais dire, c'est qu'un multilatéralisme porteur ne peut l'être que s'il est fondé sur la co-responsabilité. Et si on n'a pas cette notion de co-responsabilité, ça ne peut pas prospérer. Et puis nous avons des problèmes qui sont là, qui doivent être réglés. Et nous, autres pays du Sud, nous avons besoin aussi de l'engagement des pays du Nord, par exemple pour régler des questions liées à la transition énergétique, la gouvernance numérique ou la migration. Voilà des questions qui sont là, qui perdurent depuis très longtemps, mais où on ne sent pas un engagement fort, n'est-ce pas, des pays du Nord. Absolument, et nous sentons aussi qu'aujourd'hui, ce sont les populations aussi africaines qui réclament cela, qui réclament plus de justice climatique, et vous parliez de ces engagements. Aujourd'hui, cette semaine même se tient à Belém, au Brésil, cette COP, cette nouvelle COP, avec surtout les espoirs que porte le continent, à ce que sa voix aussi soit entendue, à ce que les engagements soient respecter des engagements notamment des grandes puissances et des plus gros pollueurs. Absolument. Je pense qu'il est tout à fait urgent que les gens se rendent à l'évidence. La COP30 qui se tient à Belém nous confronte à une réalité où nous voyons que les engagements pris ne sont pas respectés. Je pense que ça devait être une occasion, où les gens devaient être angoissés et au point qu'ils doivent vraiment se remobiliser pour changer un peu l'ordre des choses. Je pense même que le choix de Belém, qui est en Amazonie, est un message qui est très fort. Il y a une symbolique même dans le choix du lieu de Belém. Et ce que nous notons, c'est que les engagements ne sont pas pris. Et il est important que les gens se réveillent, en tout cas changent la donne. C'est, je pense, la meilleure solution qui pourrait être offerte au monde. Sinon, nous allons vers l'inconnu et nous allons aussi vers une situation qui risque d'être difficile à gérer après. Alors s'il y a un sujet où le Maroc et le Sénégal se sont engagés et respectent leur engagement de manière constante et affirmée, c'est bien la cause palestinienne, Monsieur le ministre Niang. Le Maroc et le Sénégal sont liés par cette même responsabilité. Sa Majesté le roi Mohamed VI préside le comité d'Al-Quds, comme vous le savez, et le Sénégal, le comité des droits inaliénables du peuple palestinien. Comment les deux pays, Monsieur le ministre, peuvent mieux coordonner leurs efforts, d'abord pour défendre cette cause palestinienne qui nous est si cher et préserver le statut spirituel d'Al-Quds et promouvoir une solution juste et durable à ce conflit qui n'aura que trop duré. Voilà, je saisis l'occasion pour saluer le rôle extrêmement important, le rôle actif de Sa Majesté le roi dans la présidence de ce comité Al-Quds qu'il dirige de façon magistrale avec tout l'engagement qu'il faut. Et nous avons en fait toujours travaillé ensemble. Le comité des Nations Unies dont vous parlez, que nous présidons depuis 1975. Et le comité ad hoc travaille vraiment la main dans la main. Nous partageons la même vision. Et je pense qu'il est important que nous restions mobilisés, même si nous voyons que ces jours-ci, il y a des solutions qui ont été esquissées. Mais il est important que ces deux comités, en tout cas, jouent leur rôle de façon pleine et entière. Parce que les Nations Unies doivent être au centre, n'est-ce pas, de ce qui se fait. C'est une demande onusienne qui a conduit, n'est-ce pas, à tout ce qui a été fait pour trouver une solution à la cause palestinienne. Et je pense que nous devons continuer à jouer notre rôle. Et nous sommes persuadés que Sa Majesté le Roi va continuer à défendre aussi vigoureusement qu'il l'a toujours fait cette cause de façon efficace. Et nous comptons rester dans la même dynamique. Retour à la dynamique économique et la diplomatie économique, si vous le permettez, Monsieur le ministre Niang. Donc, aujourd'hui, il y a cette volonté, il y a cette
impulsion qui vient des deux gouvernements, marocains et sénégalais, notamment cristallisée par votre visite au Maroc, avec beaucoup de choses concrètes, n'est-ce pas, qui voient le jour et qui sont aussi redynamisées pour certains secteurs. Il y a aussi le rôle des secteurs privés des deux pays, qui ont aussi leur rôle à jouer pour accompagner ce dynamisme étatique, gouvernemental, afin d'en faire bénéficier non seulement les entreprises marocaines et sénégalaises, mais aussi créer des emplois, créer des richesses aux deux populations. Effectivement, le dynamisme est tout à fait visible. Quand vous allez au Sénégal, vous verrez des entreprises marocaines qui sont fortement implantées dans des domaines extrêmement divers, tels que la banque, tels que les assurances, même dans l'énergie rurale, l'électrification rurale, dans la formation. Donc, il y a déjà une forte implication du secteur privé marocain au Sénégal. Il paraîtrait même que les investissements directs étrangers du Maroc en Afrique sont pratiquement concentrés au Sénégal. Environ le tiers des engagements dans ce domaine-là, c'est au Sénégal. Donc cela prouve qu'il y a un dynamisme qui est là. Je pense qu'il est important aussi que le Sénégal, où nous avons aussi le secteur privé qui investit, n'est-ce pas, ici au Maroc, je pense qu'il est important que nous fassions de même. Je pense que sur ce plan-là, le Maroc nous dépense un peu de par son engagement. Je pense que les échanges que les deux groupes auront, n'est-ce pas, dans un avenir proche, nous permettront de voir quelles sont les niches où les Sénégalais peuvent intervenir et les niches où les Marocains peuvent faire davantage. Et quel message souhaitez-vous leur adresser, justement, à ces opérateurs privés sénégalais, marocains? C'est de leur dire qu'ils ont un soutien très fort des deux gouvernements. Nous les invitons à se rencontrer, à mutualiser leurs efforts, à échanger d'expériences et voir même comment ils pourraient même constituer, même s'il le faut, des joint ventures. À défaut de pouvoir agir seuls, comment ils peuvent faire des joint ventures, en tout cas pour que le potentiel de coopération qu'il y a entre les deux pays soit utilisé assez fortement. Déjà, il est très bon, le niveau de coopération est très bon, le niveau de pénétration, n'est-ce pas, des deux secteurs privés dans l'un ou l'autre pays est extrêmement fort, mais il est important qu'ils aient beaucoup plus de cran, beaucoup plus d'engagement, parce que sachant qu'ils ont le soutien fort des deux gouvernements et de Sa Majesté ainsi que de notre président. Et qu'avez-vous à dire justement de manière beaucoup plus générale, parce que vous êtes également ministre des Sénégalais de l'extérieur, à cette diaspora sénégalaise qui nous regarde, que ce soit au Maroc ou sous d'autres cieux, monsieur le ministre Niang? Voilà. À la diaspora sénégalaise qui est basée surtout ici au Maroc, je voudrais dire toute ma fierté de les voir d'abord s'insérer dans le tissu social et économique du Maroc. Tout à fait normal, le Maroc est leur seconde patrie. Je voudrais vraiment leur dire que nous avons beaucoup de respect pour ce qu'ils font et nous les invitons surtout aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, à faire preuve de plus d'audace et de plus d'audace en investissant pour ceux qui peuvent investir, à s'allier aux partenaires marocains, n'est-ce pas, pour aider à développer, n'est-ce pas, ce qui se fait ici dans l'économie de ce pays, comme le font les Marocains déjà au Sénégal. Et je pense que nous sommes engagés à les accompagner, et que nous avons aussi l'assurance de la part de nos partenaires marocains qu'ils bénéficieront de tout appui dont ils auront besoin pour s'installer et pour investir dans ce pays et favoriser des relations entre le Sénégal et le Maroc. En quelques mots, votre vision, vos perspectives de votre mission à la tête de la diplomatie sénégalaise, monsieur le ministre Niang, pour les prochains mois? Bon, pour les prochains mois, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà une vision qui est claire. C'est l'intégration africaine. Oui. Je pense que déjà en venant ici au Maroc, c'est un signal fort que je donne. Oui. Je pense que déjà on a un modèle d'intégration, en tout cas de coopération qui est exemplaire. Je suis venu pour travailler avec mon frère Nasser Bourita pour voir comment le dynamiser davantage et faire en sorte que le couple maroco-sénégalais puisse être un modèle et
un accélérateur, n'est-ce pas, de croissance et de co-développement dans notre sous-région. L'autre objectif, c'est aussi de faire en sorte que nous essayons de cultiver nos partenariats avec n'est-ce pas, autant d'acteurs possibles, autant d'acteurs étatiques que d'acteurs non étatiques, mais aussi en faisant en sorte aussi que nous fassions en sorte que notre souverainisme soit un souverainisme aussi qui est maîtrisé, c'est-à-dire faire en sorte que nous avons un contrôle sur ce que nous faisons et que nous refusons de subir ce que les autres font pour nous. Je pense que cet état d'esprit est extrêmement important, en tout cas pour nous permettre de dégager la nouvelle base d'une diplomatie de développement et faite de responsabilité et faite aussi d'une recherche de performance. Une Afrique plus intégrée, plus affirmée, plus souveraine et plus solidaire, c'est le fil conducteur de cet entretien et aussi la promesse d'un avenir commun entre Rabat et Dakar. Excellence, Monsieur le Ministre Cher-Niang, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir partagé cette vision d'un continent en marche. Merci encore une fois au nom de Médien TV. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous et je suis ravi de vous rencontrer et de dire combien j'apprécie aussi la qualité des programmes de Médien TV. Merci beaucoup, cela nous réjouit beaucoup. Merci infiniment pour cette belle reconnaissance, Monsieur le Ministre. Voilà, c'était l'entrevue spéciale avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre Cher-Niang. C'était donc sur Médien TV. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette entrevue sur toutes nos plateformes digitales. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.